Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le RSSI de Nomios qui nous reçoit dans ses bureaux, Bruno Chéry. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Et Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Christophe, vous êtes Field CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Nous allons accueillir aujourd'hui Julien Levrat, Chief Information Security Officer d'OVH Cloud. Bonjour. Bonjour Billy. Vous allez bien ? Très bien. Alors Julien, nous sommes chez nos amis de Nomios, en terre connue pour vous, j'allais dire, puisque vous êtes né en 1981 à Boulogne-Billancourt, où se trouve Nomios, et tout jeune, vous vouliez construire des fusées. Et il y a un truc que vous adorez, c'est démonter les frigos. Est-ce que votre mère, elle était contente quand vous démontiez le frigo ? Alors, pas forcément les frigos, mais pourquoi pas les frigos ? Pourquoi pas les frigos ? Non, j'ai toujours bien aimé démonter des trucs. Pour savoir comment ça marche. Pour savoir comment ça marche, comprendre. Alors, pendant très longtemps, je les remontais pas. C'était une fois que les appareils étaient en pièces, je passais à autre chose. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à les refabriquer, et puis maintenant je répare ceux qui sont cassés par mes enfants. Et ben voilà, c'est comme quoi il y a une belle fin. Quand on aime savoir comment tout marche, est-ce qu'on passe forcément un bac scientifique ? Vous allez me répondre oui. C'était dans la lignée de ce que vous vouliez faire ? En fait, je me suis pas trop posé la question. J'ai un peu suivi sur des rails mes scolarités. Globalement, ça se passait bien. J'avais pas trop de difficultés. J'étais pas un élève brillant, mais j'étais bon en maths, moyenne voilà. haute. Et du coup, en fait, je me suis pas trop posé de questions. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, j'ai suivi le cursus, bac scientifique, études scientifiques, école d'ingénieur, etc. Ouais, fac de sciences et ensuite un DUG au bout de 2 ans. Vous allez ensuite faire une école informatique qui s'appelle l'EFRAY. Tout à fait. Voilà, où vous passez un master et la dernière année, ça c'est un bel échange Erasmus, et vous terminez votre année en Suède. Effectivement, j'ai passé 1 an en Suède. Alors déjà, la Suède, c'est très sympa, c'est un pays agréable. J'étais dans une ville très étudiante du sud de la Suède, où il y avait quasiment que des étudiants qui habitaient dans la ville. Du coup, on vivait pas vraiment la vie suédoise. On était plutôt dans un campus universitaire avec une majorité d'étudiants suédois, mais tout le monde parlait anglais et c'était très international. Et surtout, on a appris à travailler à la suédoise, c'est-à-dire avec une vraie autonomie dans les apprentissages, beaucoup de travail à la maison, très peu de cours et des travails en groupe, etc. Mais c'était précurseur quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, maintenant dans notre pays. Ah, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu déroutant quand on a l'habitude de passer 25 heures par semaine en amphi. Ouais. Quand vous êtes rentré de Suède, vous aviez déjà, cette école informatique, vos diplômes. Vous faites le choix de HEC. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous manquait ? Alors, je savais toujours pas vraiment bien ce que je voulais faire. J'étais intéressé par la cybersécurité, mais j'étais pas forcément prêt à rentrer dans la vie active. Et du coup, en discutant avec des professeurs, avec mes parents, avec des amis, j'ai évalué la possibilité de faire un master spécialisé pour avoir une teinte management, gestion des SI, pour ouvrir un petit peu mon champ de compréhension. Et du coup, effectivement, j'étais à HEC, l'école des mines de Paris, pour suivre ce master. Quand on fait le compte des années d'études, il y en a combien, alors, finalement ? Alors, si on compte l'année, on va dire la première année qui a été un petit soubresaut, on va dire, ça fait 7 années d'études, tout compris. Bravo. Premier job. Vous arrivez chez KPMG, où vous faites énormément d'audits, mais pas que dans la sécurité. Alors oui, effectivement. Du coup, j'avais fait un stage auparavant dans une société équivalente qui s'appelle Ernst & Young, où là j'avais rencontré des super experts qui m'avaient fait comprendre que j'étais pas encore au niveau d'un point de vue technique. Et du coup, j'ai rejoint KPMG à l'issue de ce stage où j'ai fait beaucoup d'audits informatiques et où j'ai
auditer des fonctions informatiques de manière plus large, ce qui m'a permis de vraiment bien comprendre dans les différents contextes dans lesquels s'inscrivaient les systèmes d'information. Et ça comprenait de la cybersécurité, mais pas que, et c'était, du coup, c'était enrichissant. Justement, c'était enrichissant, mais comme ce n'était pas la priorité, la cybersécurité, la sécurité chez KPMG, vous décidez d'aller chez un expert du domaine, avec une image justifiée d'élite, c'est HSC. Alors, c'est vrai que c'est l'élite, mais il vous propose pas vraiment ce que vous voulez, mais il y avait un challenge, donc vous foncez. C'est ça. En fait, chez KPMG, très vite, au bout de 3 ans, j'avais fait le tour un peu des sujets. J'avais envie de me reconcentrer sur le sujet qui m'intéressait le plus, à savoir la cybersécurité. J'ai postulé chez Hervé Schauer Consultant pour être consultant technique, donc faire des tests d'intrusion, des audits de code. Et effectivement, Hervé, à l'époque, m'a dit « Non, je pense que tu n'as pas le niveau technique. Par contre, j'ai besoin de consultants qui ont une vision un petit peu plus large, qui ont une approche organisationnelle, une compréhension des processus métiers, pour justement ouvrir les possibilités en termes de prestations du cabinet de conseil. Et du coup, il avait commencé à monter une petite équipe sur le sujet que j'ai rejoint et dans laquelle j'ai passé plusieurs années. Voilà, et quelques années après, en 2014, c'est racheté par Deloitte. Oui. Vous allez y rester jusqu'en 2016, et là, vous sautez le pas pour aller chez OVH Cloud. Et ce qui est incroyable, c'est que vous sautez le pas parce que c'était un de vos anciens clients. Donc vous avez lié des choses qui vous réunissaient. Et vous êtes dit, c'est le moment de partir. Alors, c'était pas un ancien client, c'était un client. Un client, oui, de l'ancienne société. Après, on le sent. Alors, effectivement, je voulais quitter la société et du coup, j'ai choisi un client chez qui ça se passait bien. On le sent bien quand on travaille pour un client que on a des accointances, que ça se passe bien, qu'on a envie de travailler ensemble. Et du coup, c'est ce que mes clients chez OVH Cloud m'ont envoyé comme signaux. Et du coup, effectivement, j'ai postulé et je suis rentré en tant qu'expert sécurité il y a 6 ans. Voilà, quel parcours. Bruno, première question. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour. Dans une structure comme OVH Cloud, avec énormément de bagages techniques, de savoir-faire technique, comment attaquer le biais de la sécurité, de l'organisation de la sécurité ? Vraiment dans un groupe où tout bouge vite, où vous avez plein de gens très pointus sur la sécurité, il faut absolument casser des choses tous les jours, refaire, bouger très vite. Alors, justement, je pense que c'est le secret chez OVH Cloud. C'est que, en fait, on n'a pas attendu la création de la direction sécurité pour faire de la sécurité. Octave Kleba, quand il a lancé OVH Cloud, il avait la sécurité en tête. Il a fait grandir la société avec la sécurité en tête, et il a vraiment irrigué toutes les pratiques de l'entreprise, toute la culture de l'entreprise avec cette culture sécurité. Du coup, être CISO, alors chez OVH Cloud on dit CISO, comme ça on n'a pas de problème de R. Mais du coup, être CISO chez OVH Cloud, ça veut dire évidemment mettre en œuvre tout ce que font les CISO dans toutes les entreprises, mais ça veut surtout dire donner du sens et coordonner tout un ensemble d'actions des différentes équipes qui ont de l'expertise en elles-mêmes. Et du coup, il faut les coordonner, les aider à valoriser ce qu'ils font, identifier les activités cybersécurité dans leur quotidien pour pouvoir les valoriser, les cultiver, en faire des bonnes pratiques que les autres peuvent copier, etc., etc. Du coup, on est plutôt dans une logique de donner du sens et coordonner que vraiment mettre en place une démarche sécurité sur un socle, on va dire, d'équipe technique qui ne respecterait aucune bonne pratique, parce que c'est pas le cas. Donc vraiment dans un rôle pur de chef d'orchestre. Alors, chef d'orchestre, on suit une partition. Là, le contexte change un peu. Du coup, la partition évolue rapidement, mais oui, on est plus dans une logique de coordination, de donner du sens. Après, il y a quand même un rôle qui est important, qui est un rôle de coordination avec le métier. Chez OVH Cloud, on vend des services cloud. On doit apporter de la confiance à nos clients. Ça fait partie du service qu'on rend, ça fait partie des produits qu'on commercialise. Quand on vend un serveur dédié, il faut qu'il soit sécurisé. Quand on vend un service cloud, il faut qu'il soit sécurisé. Sinon, on perd la confiance de nos clients. Du coup, dans la proposition de valeur de VH Cloud, la sécurité fait partie du produit qu'on commercialise. Et du coup, ça implique d'avoir des discussions avec les équipes produits, avec le top management pour s'assurer que les priorités sont au bon niveau et sont alignées avec les messages que fait passer l'entreprise et évidemment le quotidien des opérations. Christophe.
Oui, bonjour et merci pour cet échange. Moi, j'avais une question qui rejoint un peu ce que vous disiez. Donc, effectivement, vous vendez des services à des clients qui sont concernés par la sécurité. Est-ce que les clients vous demandent si vous avez des conformités à des référentiels? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Et est-ce que c'est une part forte je dirais, du chemin cyber que vous mettez en place chez OVH, ou est-ce que c'est plutôt une conséquence de votre approche cyber de bout en bout finalement? Alors, on a 1,6 million de clients. Du coup, tout ce qui est possiblement demandable par un client nous est demandé. On n'est pas dans de la gestion de risque, on est dans de la gestion de certitude. Après, sur les certifications et les garanties formelles en sécurité, on va avoir différentes typologies de clients. On va avoir des petits, des startups pour qui ça va pas être une priorité, sauf s'ils doivent eux-mêmes prouver à leurs clients, qui sont des plus grands comptes, qu'ils ont mis en œuvre des bonnes démarches. On a tout un pan de clientèle qui va être très sensible à ces certifications, à toutes ces démarches formelles. Et après, on a les très grands comptes pour qui il va falloir apporter des garanties pour avoir le droit de parler avec eux, mais ça va pas suffire et ils vont mettre en place une démarche de gestion de risque au MED à leur sauce. D'accord, très bien, merci. Merci Christophe, merci Bruno. Je reviens à vous, Julien. Vous n'êtes pas un grand sportif, vous m'avez dit. Alors non, je suis pas un grand sportif. Et pourtant, vous avez fait beaucoup de voile et c'est un sport. Ah bah oui, c'est un sport. Alors j'ai fait beaucoup de voile pendant mes congés parce que je suis parisien, mais pendant mes congés en Bretagne, entre mes 12 ans et mes 25 ans, j'étais moniteur de voile dans une école de voile pendant les vacances d'été. Donc c'est un boulot d'été assez sympa. Ah oui. Et du coup, effectivement, je faisais de la planche à voile, du funboard et du dériveur. Voilà. Alors, si je vous donne le choix entre un 421 ou un kata, vous me répondez quoi, les deux? Alors ça dépend du contexte. Le kata, c'est bien pour rigoler, pour s'amuser, ça va vite, c'est ludique. Le 420, on est plus dans la technicité, on est plus dans la maîtrise de l'environnement et dans les réglages tout en finesse. Du coup, les deux sont intéressants. Ça va dépendre, on va dire tout seul plutôt un dériveur, ou tout seul ou avec quelqu'un qui sait bien naviguer, plutôt un dériveur, et sinon plutôt un kata avec des copains. Et quand on est en Bretagne, sur les flots, et on se met au trapèze, c'est agréable. C'est une sensation de liberté incroyable. Une sensation de liberté et en même temps aussi de confiance dans l'équipage, dans le reste de l'équipage. Et puis, effectivement, on vole au-dessus de l'eau, c'est super. Alors, pour quelqu'un qui est né à Boulogne-Billancourt, l'eau, ça vous parle, la voile. Vous nagez également beaucoup et vous faites du vélo et du ski. Pour un mec qui est pas sportif, moi, je dis bravo. Vous avez vu, c'est que des sports de vacances. Oui, mais quand même, faut les faire. En revanche, il y a quelque chose, il y a un domaine où vous aimez bien œuvrer, c'est la cuisine. Alors oui, j'aime bien cuisiner. Je fais la cuisine du quotidien et alors c'est pas à moi de dire que c'est de la cuisine exceptionnelle, mais en tout cas la cuisine du quotidien et effectivement quelquefois des plats le week-end avec mes enfants. C'est une activité reposante. Alors la cuisine, c'est pas je prends une boîte de conserve. Chez vous, c'est on va faire le marché, on choisit les produits. Les enfants, ils aident papa, mais ils coupent aussi les légumes. Enfin, tout le monde Est-ce que vous racontez une histoire quand vous êtes en cuisine? Est-ce que vous leur racontez comment la carotte a poussé, comment les petits pois arrivent? Alors, pas forcément spécifiquement ça. En fait, j'aime bien passer du temps, évidemment, avec mes enfants, mais j'aime bien les accompagner dans ce que je fais, dans mes passions, dans le bricolage, la cuisine. Je préfère qu'ils rentrent dans mes activités plutôt que l'inverse. Et du coup, cuisiner, c'est une super activité parce que, ils vont vraiment goûter les plats après avoir cuisiné. Il y a un côté aboutissement et agréable. Mais effectivement, quand on cuisine, il y a plein d'activités qui sont facilement délégables, comme couper les tomates, couper du beurre, faire fondre des choses. Alors, faut pas faire les choses dangereuses, évidemment. Non, mais ils sont fiers après, ils ont participé au repas. C'est ça. Alors, il y a une chose au niveau du repas où ils ne participent pas, c'est quand on boit un petit verre de vin. Et vous aimez les rouges légers et subtils de Bourgogne. Alors, il y a des Bordelais, quand ils entendent Bourgogne léger et subtil, ils comprennent pas. Expliquez-nous.
Alors, je suis pas forcément un super expert en vin, Non. mais effectivement, j'aime bien les vins bourguignons plus que les bordelais. Alors, au risque de choquer certains auditeurs, parce que j'aime les vins plutôt légers où on n'est pas assommé par l'alcool, assommé par le goût et où on cherche le goût dans le vin plutôt qu'on se fasse envahir. Mais j'ai bien envie que toute l'équipe aille dîner chez vous ou déjeuner ensemble. Merci beaucoup, Avec Julien. plaisir. Merci également à Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.